Je marchais devant le bâtiment, là où il y avait une cabine téléphonique fixée au mur. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'un nuage d'orage s'était formé au-dessus du lac, et nous étions juste à côté du lac. Alors, je m'approche pour appeler ma mère. Je compose le numéro sur le téléphone public, j'entre le code, et j'essaie de la joindre. Et là, j'ai entendu un énorme craquement, suivi d'un immense éclair de lumière qui est sorti du téléphone, et m'a frappé en plein visage. Le choc m'a littéralement projeté en arrière, comme une poupée de chiffon. À ce moment-là, je m'attendais à ce que, si l'on meurt, quelque chose se passe pour nous prévenir. Vous savez, des cloches, des sirènes, que sais-je. Mais non. C'était une transition très naturelle. Une seconde, j'étais là, dans mon corps, et la seconde d'après, j'étais ailleurs. Je suis passé d'une forme physique à une forme spirituelle. Note musicale, musique, note musicale. Je suis né à Kingston, dans l'État de New York, et j'y ai vécu pendant les 18 premières années de ma vie. Lors de ma dernière année de lycée, j'ai eu quelques ennuis, des bêtises de jeune, vous voyez. Mon entraîneur de football au lycée avait fait ses études au Citadel, une école militaire en Caroline du Sud. Il a soufflé à l'oreille de mon père que j'avais besoin de quelques corrections, et qu'aller là-bas me ferait du bien. Je me souviens que mon père m'a dit. Tu peux aller dans n'importe quelle école que tu veux, mais si tu ne vas pas au Citadel, ne rentre pas à la maison. Bon, le choix était vite fait. Alors, je suis allé au Citadel, où j'ai joué au football et obtenu mon diplôme en biologie. Lors de ma dernière année, j'ai eu l'honneur de travailler avec Albert Szent-Györgyi, un prix Nobel qui avait découvert le fonctionnement des muscles. C'est là que j'ai compris ce que je voulais vraiment faire. Travailler dans un laboratoire, découvrir des choses incroyables. Alors, je me suis lancé en doctorat, et j'ai passé 5 ans à obtenir mon diplôme en physiologie, avec une spécialisation en biophysique. Mais quand j'ai terminé, il n'y avait aucun emploi. Beaucoup de gens s'étaient inscrits à l'université pour éviter la guerre du Vietnam. Et quand la guerre a pris fin, tous ces docteurs sont arrivés sur le marché, créant un énorme surplus. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une autre voie. Et j'ai décidé d'aller en école de médecine. Mais à la fin de mes études, je ne savais pas encore quelle spécialité choisir. Finalement, je me suis tourné vers l'orthopédie, car j'ai toujours aimé démonter et réparer des choses. Et, je pense, grâce à mes origines italiennes, j'avais sans doute quelques gènes de charpentier bien cachés. En 1994, ma femme organisait chaque année une grande fête d'anniversaire, car 5 membres de la famille fêtaient leur anniversaire en août. Cette année-là, on avait choisi un endroit appelé Sleepy Hollow Lake. Il y avait des pavillons qu'on pouvait louer, et elle en avait réservé un pour 25 personnes. Ma mission ? Le barbecue. Alors, je m'occupais de la viande dehors, pendant que tout le monde était réuni sous le pavillon. Au début, il faisait un temps magnifique, le soleil brillait, la température était parfaite. Mais à un moment, j'ai pensé à appeler ma mère pour prendre de ses nouvelles, car elle ne pouvait pas venir, et mon père était déjà décédé à ce moment-là. Je demande donc à quelqu'un de me remplacer au barbecue et je fais le tour du bâtiment jusqu'à la cabine téléphonique. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un orage s'était approché, juste au-dessus du lac. Je compose le numéro, j'attends qu'elle décroche, 5, 6, 7 sonneries, rien. Je me dis, bon, elle est sûrement occupée. Réessaie plus tard, et alors que je commençais à éloigner le téléphone de mon visage pour raccrocher, j'ai entendu un énorme craquement et un grand éclair de lumière est sorti du téléphone, me frappant en plein visage et me projetant en arrière comme une poupée de chiffon. Et alors que ça me projetait en arrière, j'ai eu la sensation la plus étrange d'avancer en même temps. Je me souviens être resté là debout en me disant, ça n'a aucun sens. Je savais que j'avais vu l'éclair, je savais que j'avais été frappé, je savais que j'avais été projeté en arrière, mais maintenant, j'étais debout là, et rien n'avait de sens. J'ai regardé le téléphone, il pendait dans le vide, et moi, j'étais là, complètement déboussolé. À ce moment-là, j'entends ma belle-mère crier. Elle était en haut de l'escalier, moi j'étais en bas. Et elle commence à descendre les escaliers en courant droit sur moi. Je me suis dit, ce n'est pas bon signe, quand ta belle-mère court vers toi en hurlant que quelque chose ne va pas. Quand elle est arrivée devant moi, elle regardait sur sa gauche, et je me suis dit, c'est vraiment étrange. C'était comme si je n'étais même pas là. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis tourné pour aller là où elle regardait, j'ai fait 3 pas et, je suis tombé sur moi-même, allongé au sol. Là, je me suis dit, oh, je suis mort.
Le choc a été immense. Je m'étais toujours dit que, quand on mourrait, il se passerait quelque chose, une cloche, une alerte, une lumière, n'importe quoi pour te dire, mon gars, tu es mort. Mais non. C'était juste une progression très naturelle, une seconde, j'étais dans cet état-là, et la seconde d'après, j'étais ailleurs. Je suis passé d'une forme physique à une forme spirituelle. Il y avait une femme qui attendait pour utiliser le téléphone. Elle s'est précipitée pour commencer un massage cardiaque, il s'est avéré qu'elle était infirmière. Et moi, je me tenais là, j'essayais d'appeler quelqu'un, n'importe qui voudrait bien m'entendre. Mais non. Je pouvais tous les voir, je pouvais tous les entendre, mais personne ne pouvait me voir ou m'entendre. Et c'est là que j'ai compris que j'étais debout là, à penser exactement comme je pense d'habitude. J'avais pleinement le contrôle de mon esprit, je réfléchissais avec mes propres mots, de la même façon que d'habitude. J'avais une quantité massive de pensées qui défilaient dans ma tête, essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Et là, j'ai réalisé quelque chose de fondamental, qui je suis, je l'ai toujours été et je le serai toujours. Il n'y a pas de mort. Mon esprit, ou quoi que ce soit que j'étais, est éternel. C'est probablement la première grande révélation que j'ai eue en vivant tout ça, mon esprit est là pour toujours. Musique. En fait, nous sommes deux êtres, nous avons ce corps, qui n'est rien de plus qu'un costume, une enveloppe, au-dessus de qui nous sommes vraiment en tant qu'esprit. Quand je me suis approché du corps et que je l'ai regardé, j'étais très détaché. C'était comme, oui, c'est moi, mais en même temps, ce n'est pas moi. Moi, je suis toujours celui que j'ai toujours été. Ce corps, ce n'est qu'une coquille vide. Et ça a été un bouleversement total. Ce n'était pas une expérience effrayante, c'était très calme, très clair, voilà, c'est comme ça que sont les choses, vraiment. Puis je me suis dit, à quoi bon rester là, puisque personne ne peut me voir ou m'entendre? Je me suis retourné, j'ai commencé à marcher vers les escaliers, en me disant que j'allais monter pour voir ma famille. J'ai commencé à monter les escaliers, et arrivé à la 3e marche, en baissant les yeux, j'ai vu mes jambes commencer à se dissoudre. Là, je me suis dit, ok, ça devient vraiment bizarre. En arrivant en haut des escaliers, j'avais perdu toute forme physique, je n'étais plus qu'une boule d'énergie. Musique. Arrivé au sommet du 1er étage, il y avait encore quelques marches vers la gauche, mais je ne m'en suis pas soucié, je n'avais plus de forme. Je suis simplement passé à travers le mur. En ressortant de l'autre côté du mur, je suis apparu juste au-dessus de ma femme, qui était assise en train de maquiller des enfants. Je me souviens d'avoir pris une photo mentale de la scène, qui était là, quels enfants étaient présents, comment les meubles étaient arrangés, dans quel ordre les enfants faisaient la queue. Et ça a été crucial plus tard, quand on a comparé nos souvenirs et que j'ai pu décrire en détail tout ce que j'avais vu, preuve que j'étais bien là, que j'avais vraiment vu tout ça. J'ai continué à traverser cette pièce, et quand je suis sorti de la pièce, je suis passé à travers le toit. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. C'était comme si je m'étais soudainement plongé dans une rivière d'énergie pure et positive. Si tu veux, je peux traduire la suite ou te faire un résumé de ce qu'il a ressenti ensuite dans cette rivière d'énergie. Tu veux que je continue? C'était une lumière blanc-bleutée d'où émanait cette énergie. Imaginez une énergie entièrement composée d'amour et de paix. Il n'y avait aucune autre émotion, aucune autre sensation, seulement cela. Et c'était bouleversant de ressentir autant d'amour et de paix venant de cette source. Et j'ai compris que ça devait être l'énergie de Dieu, celle qui crée tout. Je me suis dit, c'est la plus grande chose qui puisse arriver à quelqu'un, de réaliser cela, de ressentir cela. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vécu une telle expérience. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais en route vers un autre endroit. J'ai commencé à voir un collage de moments forts et faibles de ma vie. Il n'y avait pas beaucoup d'explications ou de réflexions, juste des images de différents moments, des hauts, des bas, des traumatismes, tout. À ce moment-là, je me laissais porter par le courant. Je ne savais pas où ça allait m'emmener, mais c'était excitant, presque extatique, une sensation merveilleuse. Puis, tout à coup, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, d'un coup, j'étais de nouveau en douleur, de retour dans mon corps, criant intérieurement à quiconque voudrait bien m'entendre, s'il vous plaît, ne me faites pas revenir, je ne veux pas revenir. J'avais 3 enfants et une femme que j'aimais ma vie, mais cela n'avait aucune comparaison avec ce que je vivais hors de mon corps. Je suppliais, ne me faites pas ça. J'étais en colère, car je voulais rester là où j'étais. Je suis passé d'un état de bonheur absolu à une douleur extrême.
L'endroit où la foudre m'avait frappé au visage et celui par où elle était sortie à mon pied brûlaient comme deux fers chauffés à blanc. Mais j'ai compris que ce n'était pas mon choix. La femme qui me faisait un massage cardiaque s'était arrêtée et était agenouillée à côté de moi. Il m'a fallu plusieurs minutes avant d'être assez conscient pour ouvrir les yeux. Quand je les ai ouverts, tout était flou. Je voulais la remercier, mais la seule chose qui est sortie de ma bouche a été « Je suis docteur, ça va ». Ce qui était vraiment stupide à dire, et je me suis dit « Ok, tu ne penses clairement pas bien, tais-toi et attends ». Évidemment, tout le monde s'est précipité, ils ont appelé une ambulance, la police. Mais je ne voulais pas aller passer 4 à 6 heures aux urgences pour qu'on me dise que j'étais vivant. J'ai donc préféré qu'on me ramène chez moi. J'ai appelé mes amis cardiologues et neurologues, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, et ils sont venus immédiatement. Tous m'ont dit la même chose, tu as de la chance d'être en vie. Après cette expérience de mort imminente, j'avais peur d'en parler à qui que ce soit. C'était au début des années 90, et à cette époque, quelqu'un aurait pu appeler l'État pour dire, ce gars a l'air instable, vous devriez peut-être lui retirer sa licence, car il raconte des choses insensées. Je me suis donc tu, sauf avec mes proches. Je ne voulais pas me ridiculiser ni qu'on me traite de fou. Avant la foudre, j'étais sur une voie académique en orthopédie. Je voulais publier des articles, j'étais président d'un grand congrès sur la colonne vertébrale chaque année. J'étais à fond dans cette carrière, mais après, rien de tout cela n'avait plus d'importance. J'étais perdu, je me demandais pourquoi j'avais vécu ça, car rien n'avait vraiment de sens pour moi. Puis, soudainement, j'ai eu un désir insatiable d'écouter du piano classique, ce qui était totalement nouveau pour moi. J'étais un enfant des années 60, élevé au rock'n'roll, et tout à coup, j'avais soif de musique classique pour piano. C'était si fort que j'ai conduit jusqu'à Albany, la ville la plus proche avec un magasin vendant des CD de piano classique. Je me souviens être entré et un CD de Vladimir Ashkenazy jouant ses morceaux préférés de Chopin a littéralement sauté du rayon dans mes mains. J'ai pensé, ok, apparemment, je suis censé l'avoir. J'ai acheté ce CD et j'ai commencé à l'écouter en boucle. C'était captivant, je ne pouvais plus m'arrêter, je l'écoutais toute la journée. Et peu après, j'ai réalisé que l'écouter ne suffisait pas, il fallait que j'apprenne à le jouer. Sauf que je n'avais pas de piano et je ne savais pas en jouer. Alors je me suis dit, et maintenant, je fais quoi? Le lendemain, une de nos babysitters est passée et m'a dit, je déménage, et j'ai ce vieux piano droit que je veux garder, mais est-ce que je peux le stocker chez vous pendant 1 an? J'ai pensé, c'est quand même bizarre. Hier, j'ai pensé que j'avais besoin d'un piano, et aujourd'hui, il arrive chez moi. J'ai donc commencé à essayer d'apprendre à jouer tout seul. Et au bout de quelques semaines, j'ai fait un rêve. Je marche sur une scène, et sur cette scène, je me vois moi-même. Je joue dans une salle de concert, je joue de la musique au piano. Et en marchant vers moi, je réalise que ce n'est pas la musique de quelqu'un d'autre, c'est la mienne. La musique avait une fin très forte, et cela m'a réveillé d'un sommeil profond. Je me suis assis sur le bord du lit, j'ai regardé l'heure, il était 3h15 du matin. Je me suis dit, bon, je vais aller au piano, et j'ai commencé à essayer de jouer différentes notes de ce que j'avais entendu, mais je n'avais aucune idée de comment écrire de la musique, et aucune idée de comment la jouer non plus. Alors je me suis dit, tant pis, et je suis retourné me coucher. Mais à partir de ce moment-là, chaque fois que je m'asseyais au piano, la musique de ce rêve recommençait à jouer. Elle jouait tout le temps. Et si je l'ignorais, elle recommençait à jouer dans ma tête quand je ne le voulais pas. Quand j'essayais de me concentrer sur une opération, quand je faisais autre chose, elle revenait. C'était tellement puissant en moi que j'ai compris que ça me dépassait complètement. Le lendemain, je suis allé chercher un programme pour apprendre à écrire de la musique, et je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Sibelius, qui est en gros écrire de la musique pour les nuls. Grâce à ce programme, j'ai pu commencer à écrire la musique de mon rêve. J'ai passé les 7 mois suivants à y consacrer chaque minute libre. Je suis vraiment devenu obsédé par la musique. Je me levais à 4h30 du matin, je pratiquais jusqu'à 6h30 avant d'aller travailler. Puis, après mes journées de 12 à 14 heures, une fois les enfants couchés, je retournais au piano jusqu'à minuit, 1h du matin. J'étais littéralement possédé par la musique et le piano. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Ce que j'ai découvert avec la musique, c'est qu'elle m'emmène aussi près que possible de cette sensation, de cette euphorie que j'ai ressentie de l'autre côté. C'est comme s'il y avait une connexion, une fréquence à laquelle je peux me connecter. En lisant sur d'autres compositeurs,
je me suis rendu compte que les grands maîtres disaient tous la même chose. Mozart, surtout, expliquait qu'il recevait la musique dans une forme achevée, et que tout ce qu'il faisait, c'était de la transcrire. Beaucoup de gens ont spéculé que notre cerveau n'est qu'un récepteur, qu'il ne pourrait jamais contenir à lui seul toutes les informations auxquelles nous avons accès. Il y aurait ailleurs, une sorte de source extérieure avec laquelle nous pouvons communiquer. La vie continue après la mort. Nous sommes ici sous cette forme pendant un certain temps, puis nous quittons ce corps pour devenir autre chose. C'est un continuum d'existence. Nous passons par ce processus encore et encore, nous nous réincarnons sous une autre forme ou une autre personne. L'esprit continue et évolue, apprenant, guérissant, comprenant ce qu'il a vécu dans cette vie présente, et se préparant pour la suivante. C'est pour ça que nous sommes ici, pour apprendre, expérimenter, et évoluer spirituellement vers un être plus élevé que ce que nous sommes maintenant. À mes yeux, tout le monde peut retourner à la source, mais il faut le mériter. Pour cela, on doit passer par des épreuves, des terrains d'apprentissage. Il y a deux polarités, le positif et le négatif. Avancer sur la polarité positive, c'est se mettre au service des autres, contrairement à la polarité négative qui est le service de soi. Si, au quotidien, tu peux penser en termes de service aux autres, alors tu as un avantage pour grandir spirituellement et, finalement, retrouver le chemin de la maison, retourner à la source d'où tout vient. Pour moi, c'est la plus grande chose que j'ai jamais vécue de ma vie. J'ai eu la chance de voir ce qui se passe après la mort. Et la mort ne doit pas être redoutée. Ce n'est qu'un changement de forme. Tu continues d'exister, en tant que qui tu es, et tu le resteras toujours. Avant l'expérience de la foudre, j'étais très ancré dans la science, dans le réel. Mais aujourd'hui, je comprends totalement qu'il y a bien plus à notre existence que ce que nous pouvons imaginer. Si tout le monde pouvait vivre ça avant de mourir, ils auraient une vision complètement différente de la vie et de ce que nous faisons ici. Et ça changerait tout.